Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le Club Pantio. Ravi de vous retrouver pour un nouveau numéro, dernier match de championnat de l'année civile 2024 pour l'OGC Nice. Et retour sur ce match nul, 2 buts partout en terre Montpellier-Rennes. Bon, comme vous le voyez, l'OGC Nice souffre de blessés en pagaille. Le Club Pantio aussi, hein. Il y a pas mal d'absents, mais on peut compter sur le senior, le sablier d'or, on va dire le bras droit de cette émission. J'ai nommé Romain. Salut Romain, comment ça va? Bah écoute, ça va, ça va. Et j'étais obligé de venir parce qu'il fallait que je fasse la promotion du pull de Noël de l'OGC Nice. Et bon, après, il faut faire attention à ceux qui vont l'acheter, parce qu'ils peuvent pas aller aussi bien que ce qui me va à moi. Alors, allez, donc voilà, mais en tout cas, très content de pouvoir mettre ce pull de Noël lors de cette dernière émission au niveau championnat. Je sais pas si tu feras un truc pour la Coupe de France, mais voilà, non, content. Hashtag collaboration commerciale et vous avez donc 10% sur ce pull de Noël avec Ouais, le code pas de chouchou. chouchou 10. Chouchou de Nice. Bon, Romain, on a pas mal de choses à voir ensemble. Avant, bien sûr, de parler de ce match-là, on va rapidement, parce que j'aimerais bien avoir un peu ton ressenti sur le parcours européen de l'OGC Nice, parce que oui, l'OGC Nice a joué l'Europe cette année. Lors du dernier match contre l'Union Saint-Gilloise, cette défaite qui condamne les hommes de Francaise. Alors, j'ai pas vu si mathématiquement ça pouvait encore le faire, mais bon, ce serait un concours de circonstances énorme. L'OGC Nice qui ne va pas passer ce tour, qui est actuellement 35e sur 36 dans cette phase de championnat de l'Europa League, qui se bat avec le Dynamo Kiev pour rivaliser dans cette dernière place. Mais c'est vrai que le Dynamo Kiev, pour le coup, sacrée équipe, hein. Je crois que c'est que les défaites depuis le début Ouais, de la je crois que c'est série. 0 point aussi. On a de Euh, l'avant. Quel est ton ressenti, Romain? Enfin, comment tu te positionnes? Forcément, je me doute que c'est voilà pas la première fois qu'on vit ce genre de sentiment après une campagne européenne où on est constamment déçu, mais en même temps, lorsque tu mets en perspective un peu les absents, les matchs, etc., est-ce que vraiment on aurait pu faire mieux? Enfin, tu te situes comment par rapport à ça? Moi, alors, moi, je pense qu'on aurait pu faire mieux. Bah, de meilleur faire mieux. Heureusement qu'on aurait pu faire mieux, parce que notre niveau, c'est quand même pas 35e sur 36 d'Europa League, enfin, je pense. Moi, en fait, je suis frustré parce que sur le premier match contre la Sociedad, tu fais un gros match. Et tu te dis, bah, l'épopée européenne, elle peut être sympa. Et tu avais une équipe, on va dire, avec un peu moins de blessés que maintenant. Mais c'est vrai que c'est leur trouver des excuses de dire que les blessés, euh, l'événement climatique qu'il y a eu à Rome, le terrain contre en Belgique. Enfin, bref, voilà, on va dire, c'est des fausses excuses. Moi, là où je leur en veux le plus, c'est l'envie qu'ils ont pu mettre dans toute cette phase européenne, c'est-à-dire qu'il y en avait zéro. Et j'ai pas trouvé une équipe à la hauteur des ambitions annoncées en début de saison. Et, et voilà, moi c'est ça qui me frustre le plus, c'est de pas avoir vu une équipe à l'image de Brest, de Lille, de Monaco. Voilà, des équipes qui en voulaient, qui ont joué vraiment cette Coupe d'Europe, bah, comme une réelle équipe qui veut se qualifier, qui veut prouver, qui veut montrer. Voilà, moi, c'est surtout ça qui me frustre. Mais après, comment éluder aussi le fait que bah, tu as 10 absents à chaque match, que bah, voilà, le terrain en Belgique, c'était juste pas possible. Donc, je dis pas que ça enlève tout, mais voilà, enfin, voilà, je suis partagé entre leur trouver des excuses et le fait qu'ils aient rien montré en termes d'envie. Quand tu vois que le seul qui a montré de l'envie, c'est le petit Camara, euh, que moi j'ai trouvé très bon, enfin très bon. Je l'ai trouvé à la hauteur au niveau de l'engagement, à tous les niveaux. Mais après voilà, c'est frustrant de se dire qu'une saison entière t'attends de jouer l'Europe et au final pour même pas aller, tu t'achètes le pack Europe en disant putain ça va être trop bien, on va vivre des belles émotions. Et au final, regarde, le dernier match à domicile, j'irai même pas, parce que j'ai pas envie d'aller me faire chier.
pour un match qui compte pour du beurre, où il va mettre l'équipe des U19, ça sert à rien. Ouais, mais on a beaucoup parlé effectivement de l'exemple brestois, mais pas plus tard que cette semaine, ça joue à domicile. C'était, je sais plus contre qui ils ont joué, où ils ont gagné 1-0 contre le PSV. Ils Ouais. gagnent 1-0. Hier, ça enchaîne contre Nantes. Ils en passent 4 à Nantes à domicile. Ils ont eu, je crois, 7 ou 8 absents en milieu de semaine en Ligue des Champions. Alors, je veux bien croire Mm. qu'effectivement, on est dans une situation exceptionnelle avec tous ces absents-là, mais bon, je te rejoins sur le fait que on n'a pas vu des matchs suffisamment consistants, hormis le premier à domicile contre la Real Sociedad, pas plus tard que cette semaine. On joue 15-20 minutes contre l'USG hein, en début de seconde mi-temps, où on a vraiment Mm. le contrôle du match, où ça peut basculer avec cette frappe de Camara sur la transversale, mais trop peu au global pour prétendre à mieux. Et oui, sur le papier, lorsque tu regardes l'effectif, on ne doit pas être 35e sur 36, mais au vu des matchs, je suis pas sûr qu'on mérite Ah, véritablement mais mieux. C'est ça qui est terrible, quoi. il y a eu, enfin, quand tu vois que tu joues avec une intensité, mais quasi néante, c'est, on a été en dessous de tout. Parce que je veux bien, hein, que, comme tu dis, tu peux avoir des blessés. Je sais, j'essaye de chercher des excuses. Je sais pas, peut-être pour moi mentalement, me dire que bon bah voilà, il est arrivé une catastrophe industrielle due à ça, ça, ça. Mais tu peux pas enlever ce manque d'intensité. Putain, je veux dire, tes joueurs professionnels, même que tu sois en 19, que tu montes avec le groupe pro ou quoi que ce soit, tu dois mettre de l'intensité, de l'impact, même s'il n'y a pas tout qui est fluide au niveau technique, mais au moins montrer de l'envie. Et franchement, ne pas avoir vu ça, c'est vrai que c'est, bah voilà, c'est frustrant. Et, et ce manque d'intensité, tu peux pas le cacher derrière les absents, derrière les blessés, derrière le terrain. Voilà, c'est ça, moi, qui me frustre le plus, c'est que j'ai l'impression qu'on après la Lazio, en fait, l'équipe, elle a tout lâché, quoi. Elle s'est, je sais pas, il y a eu un truc mentalement où je, je, je comprends pas. J'ai pas compris cette équipe. Alors justement, c'est quoi? C'est mental? Est-ce que aujourd'hui l'effectif comment dire, ne correspond pas aussi à ce qu'attend Eze dans l'approche tactique et l'approche aussi mentale? Je me souviens d'une déclaration qu'il avait fait en début de saison avant le derby contre Monaco, où il parlait vraiment de l'approche mentale et dans la volonté vraiment pour les joueurs de se faire mal et d'accepter aussi d'aller plus loin. Et l'impression que ça donne, c'est que finalement, ces dernières années, les campagnes européennes, que tu sois avec Vieira, que tu sois avec Favre, que tu sois avec Digard, que tu sois avec Eze, il y a toujours la même sensation où on est un peu en dilettante, on fait une sorte de petit complexe d'infériorité, on n'arrive pas à franchir ce cap-là. Mais est-ce que c'est pas justement un problème qui est plus profond que les joueurs qui sont sur la pelouse? Franchement, c'est une bonne question, hein, parce que c'est vrai que combien de fois on a vu dans des matchs de Coupe d'Europe où on a toujours ce sentiment d'être frustré, un sentiment frustrant de pas avoir joué, etc. Maintenant, ouais, enfin, j'ai vu sur Twitter, je sais même, c'est pas toi qui l'as dit, l'ADN du club en Coupe d'Europe, c'est le néant, enfin bref, un truc comme ça. Mais je sais pas, au-delà de ça, je m'explique pas, hein. Euh, franchement, je commence à y croire en fait qu'un club a une ADN Coupe d'Europe. Quand tu vois Marseille, quand tu vois Lyon, Marseille l'année dernière, c'est pas beau en championnat, mais ils font quand même une belle épopée en Europa League. Euh, je sais pas, j'arrive pas à comprendre. Je me dis que c'est pas possible qu'un club ait une ADN Coupe d'Europe ou pas. Je veux dire, après les joueurs, c'est pas 100% des Niçois, etc. Donc, mais force est de constater que bah, tu as des clubs qui arrivent à réussir en Coupe d'Europe et d'autres, bah, comme nous, on est à l'agonie. Mais là, cette année, je trouve que, hormis ça, on est, bah, on est ridicule, ridicule. 2 points avec les équipes qu'on a affrontées, on est ridicule. Donc à savoir si c'est bien sûr que ça doit être mental, si je ne vois pas d'autres solutions. Est-ce qu'ils se sont mis, vu que c'est des jeunes joueurs qui ont très peu joué la coupe d'Europe et c'est vrai quand tu enlèves un Dante, un Klose, un
Ndombele la plupart des matchs en Coupe d'Europe, tu es sur un groupe qui connaît pas trop, donc peut-être qu'ils se sont mis trop la pression. Je sais pas, mais je sais pas. Je trouve que moi, en tant que lambda, je trouve que c'est une pression, mais qui doit te transcender. Que tu fasses des choses moyennes sur le terrain, que tu loupes une passe parce que voilà, ou t'as une décision qui, tu te dis non, là, je vais pas la tenter parce que tu as une pression de l'Europe, ok. Mais putain, tu dois rentrer sur le terrain, voir ce drapeau là au centre du terrain avant de commencer Europa League. Putain, mais tu dois te transcender. Et moi, pourquoi je leur en veux, c'est le fait de même pas montrer à un moment que tu as envie de continuer l'épopée, quoi. Donc, je sais pas, mais mental, ouais, on va dire que c'est mental. Mais je comprends pas ce club. Je crois qu'on était à 11 défaites sur les 14 derniers matchs après les Rangers. Du coup, on Hmm. est à 12 défaites sur les 15 derniers matchs en Coupe d'Europe après l'Union Saint-Gilloise. Moi, j'ai l'impression, juste pour fermer un peu la parenthèse européenne, Romain, et alors, je parle sans réellement savoir, c'est un ressenti, mais j'ai l'impression que c'est viscéral. C'est-à-dire que je ne comprends pas, je ne m'explique pas le fait que peu importe les joueurs, même si tu as peut-être une colonne vertébrale de certains joueurs qui sont là depuis un certain nombre d'années, je ne comprends pas comment on n'apprend pas et on n'emmagasine pas de l'expérience en se pavanant à chaque fin de saison en se disant, comme Jean-Pierre River l'a dit à Lille, 6 qualifications en 9 ans ou un truc comme ça. Je ne m'explique pas ça. Certes, c'est un bilan qui est ultra honorable. Et lorsqu'on sait qu'il y a 20 ans, on se battait pour ne pas descendre en deuxième division, on peut clairement dire que on a grandi. On a grandi dans les résultats. Mais dans l'ambition, enfin, moi je comprends pas. Si c'est pour jouer la Coupe d'Europe et proposer ce qu'on a proposé, mais moi je préfère Ah autant ouais, qu'on ouais. ne soit pas européen, on n'utilise pas autant de ressources dans d'autres matchs et qu'on se focalise sur le championnat et sur la Coupe de France. Là, c'est quand même particulier. Et je pense qu'il y a un problème au sein même du club sur, comment dire, pas l'intensité, mais tu sais, le côté professionnel. Oh. Je dis pas qu'on n'est pas Hmm. professionnel, mais comment tu expliques le fait, même quand certains joueurs passent par chez nous, explosent ailleurs, tu sais, tu te dis, mais attends, comment c'est possible? Les joueurs sont censés grandir dans notre club pour ensuite exploser ailleurs. Mais il y a des fois où on est dans des impasses avec certains joueurs, ils vont ailleurs. Voilà, on a bien sûr l'exemple des jeunes en pagaille formés chez nous qui explosent ailleurs. Moi, je pense que ça pourrait pareil, tu vois, la Coupe d'Europe. On ne prend pas réellement conscience de l'importance de certaines choses, on néglige certaines choses et on se fait pas mal. On se fait pas mal et ça rejoint un peu l'intensité. On est un club qui voilà, on se dit ambitieux, on fait quelques petites bonnes performances par-ci par-là, on fait nul contre le Paris Saint-Germain, on gagne contre Monaco. Mais dès qu'il s'agit de franchir un cap et se dire, bon ben voilà, on est européen régulièrement et on va faire des résultats en Europe, il n'y a plus personne. Il n'y a plus personne. On se chie Ouais, ouais. dessus et c'est douloureux en fait de se dire ça, hein, parce que c'est pas un Ben, plaisir, mais surtout comme tu dis, en fait, c'est récurrent. Si à la limite, c'est, allez, cette année, c'est exceptionnel, mais c'est récurrent. Je veux dire, la dernière épopée européenne, la défaite contre Bâle, moi, elle me reste toujours en travers de la gorge. Et, hum, et c'est vrai que tous les ans, on n'arrive jamais à sortir parce que ça soit clair en Conférence League, on fait pas un gros match, hein. Dans toute la série qu'on a, on joue contre la plupart des matchs, c'est contre des peintres. Et, mais ouais, c'est frustrant parce que il n'y a pas un match que je me souviens hein, en Coupe d'Europe, hormis l'Ajax. L'Ajax, ouais, tu sors et tu gagnes même une pas. masterclass au retour. Ouais, non, mais bon, tu Hmm. sors le gros match au retour. Mais sinon, en Europe, il n'y a pas ouais, il y a pas un match qui nous a fait dire que, bah, voilà, c'est une équipe qui est, enfin, l'OGC Nice joue la Coupe d'Europe comme un vrai match de Coupe d'Europe. C'est vrai que, et je pense que, comme tu dis, ça doit être dans le discours. C'est obligatoire parce que c'est pas normal que chaque année, on se fasse rouler dessus en Coupe d'Europe. C'est surtout, voilà, encore une fois, quand tu regardes l'effectif de Brest,
Enfin, je veux dire, Ah, il y a mais une force collective, une force peut-être mentale mmh, supplémentaire dans ce genre de rendez-vous où ils jouent complètement décomplexés, où certains joueurs se disent que limite, enfin, ils ont mérité d'être là, mais ils sont pas programmés pour être là, mais ils vont peut-être se qualifier dans le top 8. Enfin, je veux dire, c'est ah non, mais c'est fou et regarde, mais même Lille qui a un très bel effectif, mais regarde les équipes contre qui ils ont joué et regarde les points qu'ils ont engrangés contre des équipes qui, sur le papier, étaient favorites et pourtant ils se sont mis au niveau et ils ont mis les ingrédients pour pouvoir, bah, rivaliser avec eux, quoi. Et toutes les équipes françaises cette année ont fait des matchs, mais pleins, sauf Paris. Paris qui, voilà, mais sinon, tout le reste, bah, ils sont au-dessus des attentes. Voilà. Et Lyon, même si on disait bon, qu'ils allaient se qualifier, qu'ils pouvaient être dans le top 8 et tout, ils font une campagne européenne, elle est magnifique. Et bon, enfin, je ne vais pas prendre chaque équipe française, mais voilà, tous, ils arrivent à se transcender sur des matchs. Nous, on a été 0, 0, 0 et seulement. Là, tu es la vitrine de la France quand tu joues en Coupe d'Europe. Eh ben, putain, euh, montrer une très belle image, quoi. effectivement, Romain, on referme un peu cette parenthèse européenne. Oui, oui, vaut mieux, ouais. On va espérer effectivement que ça puisse permettre, eh bien, à Nice de se focaliser. Enfin, je veux dire, maintenant, il n'y a plus trop d'excuses, hein, quelque part, hein. Je veux dire, as une compétition en moins. Voilà, Ah, c'est- t'as ah bah raté là, littéralement ta campagne. Je veux dire, au bout d'un moment, voilà. Romain, on a parlé des blessures. Il y en a une nouvelle, la dernière en date. Et pas des moindres, celle de Jérémy Boga, blessé pour les 3-4 prochains mois. Ça a été donc sorti eh bien, la semaine dernière avant le match à Montpellier. Je compte plus les blessures. C'est une blessure quand même assez longue, dans la lignée un peu de ce qu'avait connu Gaëtan Laborde, même s'il était revenu quand même un peu plus tôt. Mais ça fait une blessure supplémentaire d'un joueur important quand même, offensivement important pour l'OGC Nice. Comment expliquer cette avalanche de blessures-là? Enfin, en fait, tu dis au bout d'un moment, c'est plus drôle, quoi. C'est plus drôle. Et en fait, tu te mets un peu à la place de Hez, et pour une première saison, c'est quand même pas évident. Tu as un casse-tête à chaque début de rencontre, composé avec un dispositif différent limite à chaque rencontre, s'adapter. Euh, mais ça vient hmm. d'où? Est-ce que c'est tout simplement l'intensité aux entraînements qui n'est pas la même que sur les dernières années? Est-ce que c'est des joueurs qui, on va dire, ont du mal à s'adapter aux exigences fixées par le nouveau staff? Est-ce que c'est le travail invisible qui n'est pas suffisamment rigoureux de la part des joueurs? Est-ce que c'est un peu de tout ça? Comment est-ce que tu le vois? Parce que là, honnêtement, il y a quand même un problème. Alors, on a parlé de l'erreur de diagnostic de Morgan Sanson. Bon, il semblerait là que ce soit une blessure de ce qui est sorti au bout de 30-40 minutes d'entraînement sur une frappe. Donc, une blessure, on va dire, anodine. Tu te positionnes comment par rapport à ça, toi? Franchement, moi, j'en veux, alors que je ne suppose pas de sa faute, hein, mais moi, j'en veux à Hez là-dessus parce que pour moi, c'est pas anodin. Je veux bien qu'on ait des joueurs fragiles. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais je pense que au bout d'un moment, faut mettre le haut là, quoi. C'est pas normal que on ait un staff médical et qu'on ait autant de blessés. Donc c'est soit, alors il y a toutes les raisons que tu as données en fait, ça peut être la cause de chaque blessure. Enfin bref, parce que d'après moi c'est une cause multifactorielle. Il peut y avoir bah, le fait que bah, tu pètes parce que ça pète, ça tu n'y peux rien, c'est indétectable. Mais ce qui est bizarre, c'est que Boga revient de blessure, il se pète. Bon, enfin bref, on va pas faire tous les joueurs qui sont revenus de blessure. De toute manière, ils reviennent tous de blessure, ils se pètent 2 matchs après. Mais quand on me dit ouais, c'est pas musculaire, etc. Là, en l'occurrence, Boga, c'est musculaire. Et pour moi, j'en veux à Aise. Pourquoi? Parce que au bout d'un moment, faut mettre un coup de pied dans la fourmilière, quoi. D'ailleurs, il y a un collègue qui m'a dit, qui connaît un peu Diop, et il m'a dit, il a été très chiant avec le staff médical parce que
bah, en fait, il leur donnait, pas des consignes, mais il leur disait: «Non, moi je veux faire comme ça, je veux faire comme ça, je veux faire comme ça», et au final, Diop ne se pète pas. Mais le staff médical l'a trouvé gonflant parce qu'il a voulu faire un peu à sa sauce, quoi. Bizarrement, il se répète pas. Et moi, au bout d'un moment, je sais pas comment fonctionne tout un staff médical et tout ça, mais je ferai, en sorte de d'avoir une double analyse par du médical de l'extérieur. Parce qu'aujourd'hui, c'est pas normal que tous nos joueurs, tous sans exception, sauf Guessant, enfin bref, 2 je crois, 2 ou 3 joueurs de l'effectif qui ne sont pas blessés encore. Rosario. Rosario, Guessant, Boulka. pense, hein. Je pense on atteint la limite. Et moi, je pense qu'au bout d'un moment, faut je sais pas la première année où ça nous arrive, autant si c'est la première année. Mais tous les ans, je trouve qu'on a quand même des périodes où on a énormément de blessés. Et moi, je pense qu'il faudrait, putain, je crois que c'est un livreur qui arrête pas de m'appeler. Mais putain, les mecs, ils t'harcèlent, quoi. Et, mmh et moi, je pense qu'il faudrait faire au bout d'un moment une sorte d'audit et mettre les responsabilités, sur les bonnes personnes. Au bout d'un moment, quand le médical ne va pas, quand il y a autant de blessés, certes, ça peut être l'hygiène de vie, certes, ça peut être comme tu dis, le travail invisible, mais il y a quand même, au bout d'un moment, j'en suis sûr, tu as au moins un tiers des blessures qui auraient pu être évitées, qui auraient pu être, je sais pas, mais pour moi, il y a une incompétence du staff médical. On t'a mis en place une cellule performance pour soi-disant, hem, évaluer et mettre les joueurs à 100. Mais, elle te sert à quoi cette cellule performance? Tu payes cher tout ça. Donc, aujourd'hui, on est dans un monde où, le GC Nice doit faire des économies. Mais, mais au bout d'un moment, ta cellule performance, demande-lui des comptes. Tu un Bocquet, tu un River, tu Eze, tu Maurice. Au bout d'un moment, ces 4 personnes doivent se mettre autour d'une table et de dire, voilà, et de convoquer chaque personne. La cellule performance, voilà, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi on vous paye pour que les joueurs soient à 100%, qu'on ait le moins de blessés possible, enfin, améliorer physiquement. euh, et au final, on a une tonne de blessés. Pourquoi? Après, tu prends le staff médical, tu les mets autour de la table et tu leur dis, voilà, qu'est-ce qui se passe? Donc, qu'on ne me sorte pas que c'est de la malchance, parce qu'au bout d'un moment, avoir 10 blessés, entre 8 et 12 blessés sur une période de 2 voire 3 mois, au bout d'un moment, c'est pas normal. Et tu parles, et tu essayes d'établir un diagnostic. Parce que pour moi, ce n'est pas de la malchance. C'est impossible que ça soit de la malchance. Donc, et là aussi où j'en veux à elle, c'est au bout d'un moment, tu as des joueurs qui sont sur un fil. Donc certes, tu as des objectifs à remplir, mais au bout d'un moment, arrête de les faire jouer. Arrête de... Un Boga, par exemple, il revenait à peine de blessure. Certes, il se blesse sur une frappe. Il y a tout qui a lâché apparemment dans sa cuisse. Euh, mais je sais pas, enfin, au bout d'un moment, percute, quoi. Il revient de blessure, mais moins d'intensité. Je sais pas. Trouver une réelle cause, je pense que si moi je l'avais, le club l'aurait aussi. Mais moi, je pense que faire un audit, une sorte d'audit ou une sorte de réunion entre eux pour se dire, voilà, qu'est-ce qui se passe et qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour éviter tout ça, je pense que ça doit pas être compliqué à faire, quoi. Avoir peut-être un double regard, un peu comme ce qui s'était passé pour Morgan Sanson, avec une sorte de deuxième expertise qui puisse confirmer ou non le diagnostic initial. On verra, mais effectivement, j'ai parlé de Jérémy Boga, il y a également Tom Louchet, hein, qui est sorti blessé hier en cours de match. Je pense que, alors lui, 4-5 jours apparemment. quand tu Apparemment, dé... c'est bénin, non? Ah ouais? Ouais, je Ah, crois que parce que je sais pas, parce que, Ez a dit ça en conférence de presse en disant qu'il n'aurait pas Tom Louchet pour la semaine de travail. Donc, il y a peut-être peu de chances de le voir démarrer en Corse samedi. Euh, Romain, je te propose qu'on se tourne tout doucement vers d'accord, ok. le match d'hier après-midi. Euh, terrible, terrible. Ouais, c'est horrible, hein. C'est horrible.
L'OGC Nice a fait match nul, donc 2 buts partout au stade de la Mosson contre Montpellier qui, au coup d'envoi, et je crois qu'ils le sont toujours, était 18e de Ligue 1. Élément quand même de contexte, Montpellier donc sortait d'une défaite à Lens, mais à domicile, ça restait sur... À mériter, à mériter. Parce qu'ils avaient très bien joué contre Lens. Et je crois qu'ils se font un peu voler par l'arbitre. Mais il y avait eu aussi un match nul à domicile contre Lille et une Hmm. défaite contre Brest. Donc, dans Une la dynamique... victoire. oui, une victoire contre Brest et nul contre Lille. Il y Hmm. avait eu donc, on va dire, des résultats dernièrement qui étaient positifs. Tout ça pour dire que Romain, c'est un match nul qui est heureux au final lorsque tu vois la physionomie de la rencontre, parce que tu peux clairement le perdre en fin de match. Mais tu me parlais quand même de frustration avant de lancer l'émission. Tu te situes comment par rapport à ça? Parce qu'effectivement, tu peux peut-être avoir 2 buts d'avance à la mi-temps et finalement, tu termines la rencontre à 2 buts partout en te disant t'as fait chier ce deuxième but, on doit jamais le prendre, mais en même temps, dans la foulée, tu prends des vagues. Hmm. Bah, en fait, c'est à l'image un peu de notre saison, pour l'instant, hein. C'est-à-dire que tu as un OGC Nice à deux vitesses, euh, et tu sors du match frustré, mais en même temps soulagé. Donc ouais, moi je suis frustré parce que à la 55e minute, il doit y avoir au moins 3-1 pour nous. Et en fait, tu te dis que bah, voilà, à ce moment-là, quand Buonanni loupe son occasion, tu te dis bon, bah ça va, on tient le match et tout. Et là, plus de son, plus de lumière, quoi. Et Montpellier pousse, pousse, et en effet, comme tu dis, sort du match en étant entre guillemets soulagé. Donc c'est vrai que ça aussi, c'est. Mais encore une fois, moi, j'ai cette théorie sur et à chaque fois, je t'en parle en plus, je dois te saouler avec ça. Mais c'est vrai que le jeu énergivore de Aise bah, demande à ce que à la 60e, entre la 60e et la 70e, il y ait des changements qui s'opèrent. Et tu vois, dans un match comme ça, t'as un Boga, t'as un Sanson, t'as un Shaw à faire rentrer. Bah, c'est pas le même match. Et je pense que là aussi, Aise il s'entête, et on va y venir après, je pense. Mais Aise il s'entête à jouer d'une certaine façon, mais quand t'as pas le banc pour pouvoir Hmm. pallier le manque d'énergie, le manque de physique, enfin physiquement, quand tu sens qu'un Guessant, il est au bout du rouleau, le pauvre, et que tu peux pas le changer, au bout d'un moment, peut-être que bah, à la 60e, tu joues peut-être un peu plus bas et tu essayes de jouer en contre, ou enfin, voilà. Mais ouais, mais sinon, dans l'ensemble, je suis frustré parce que oui, il sortait de bons résultats, mais je pense il y avait largement la place. Et les buts qu'on se prend, ça me gonfle. Et, et les occasions qu'on rate, voilà, on n'est pas chirurgical comme peut l'être un Marseille, qui eux ont besoin d'une frappe pour marquer. Et l'année dernière, pendant une moitié de saison, on était chirurgical, et en plus on était très, très fort défensivement, très costaud. Donc voilà, je pense qu'il y a des progrès à faire là-dessus, mais encore une fois, je pense que avec deux fois moins de blessés, donc c'est-à-dire 5-6 blessés en moins, je pense que c'est pas le même match. Mais ça, l'histoire, on verra ça en deuxième partie de saison, si un jour on arrive à avoir 3-4 blessés sur une période de 2 mois, 3 mois. On verra. À deux doigts de regretter l'ancien entraîneur, j'ai l'impression, Romain, là, dans tes propos. Non, mais c'est vrai qu'un mix de Hez et Farioli, Les- Non, mais ce j'adore. serait très, très fun. Les supporters insatisfaits, quoi. Non, mais on va y venir, Non, effectivement. mais j'adore. Non, mais j'adore le style de jeu. J'adore, moi, Hez et tout. Mais au bout d'un moment, quand t'as pas l'équipe pour tenir sur la durée, et on le voit depuis le début de l'année, Paris, tu fais une première mi-temps de dingue, de psychopathe. Tu dois rentrer au vestiaire avec 3 voire 4-0 bientôt. Et en deuxième mi-temps, t'es mort. Donc, je veux bien eux haussent leur niveau de jeu, mais que toi, tu le baisses à un point où tu touches plus une bille. Ok. Mais et ça, des matchs comme ça, il y en a plein, il y en a plein. Et tu vois, c'est frustrant. Et au bout d'un moment, ouais, il faut qu'il arrive à s'adapter, à sortir de son 5 def.
essaye d'être un peu, bah voilà, de te dire, bon, première mi-temps, au lieu de tous à l'abordage, de faire un pressing dans la surface de réparation adverse, bah, dis-leur de reculer un petit peu et de commencer le pressing peut-être un peu plus tard. Ouais, Enfin, je sais pas. je suis pas forcément d'accord avec ça. Pour moi, en fait, le match dans la globalité, on va dire que tu as cette première mi-temps où tu peux, en étant effectivement un peu plus réaliste et avoir peut-être un penalty sur lequel on reviendra, tu peux effectivement avoir un matelas un peu plus confortable. Mais pour moi, c'est, comme tu l'as dit, vers la 60e, 70e, où tu le vois comme comme le nez au milieu de la figure que l'équipe est fatiguée. L'équipe est fatiguée. Barre rentre, il rentre parce que Klos est cuit et parce qu'il prend un bouillon par Altamari. Louché sort, c'est Yann Nandjou qui rentre latéral droit. Guessant, il joue sur une jambe depuis la 60e. Tu sens que voilà, dans le momentum de la rencontre, tu ne peux pas espérer mieux. Tu peux peut-être espérer un contre, mais voilà. Et moi, ce que je reproche vraiment à l'équipe et à Eze, c'est, bah, comme on l'a dit, en fait, 80e minute de jeu, tu as un coup franc pour aller marquer. Le coup franc est très très mal tiré par Sofiane Diop. Derrière, tu as deux Niçois qui attendent contre 2-2. Voilà. Et à la 94e minute de jeu, tu as un coup franc là qui est la dernière action du match, sur lequel tu peux effectivement Mm. l'emporter. Il y a trois Niçois dans la surface. Donc je comprends pas. C'est incohérent. Et puis sur le moment de la rencontre, bah, c'est illogique au possible. Justement, moi j'aurais aimé peut-être voir 10, 15 minutes de jeu où on est un cran plus bas, où Guessant il joue limite juste devant Nandjou pour le soutenir parce que c'est pas son poste et parce que bah, il peut bien juste sur 10, 15 minutes faire le sale boulot. Et là en fait on n'a rien vu de ça. Enfin, j'avais l'impression vraiment qu'on partait à l'abordage comme si on était mené 1-0 et qu'il fallait absolument revenir au score. Seulement on menait à ce moment-là de la rencontre. Mm. Et donc on s'est offert cette égalisation. Et puis 10-15 minutes où bah, si Montpellier met le troisième, c'est pareil. Donc on a vu un aise dans l'adaptation des dispositifs tactiques. Mais est-ce que finalement, Romain, euh, cette fin de match, c'est pas aussi le revers de la médaille de voir ce football un peu plus vertical, un peu plus offensif proposé par l'OGC Nice qui va à l'encontre un peu de ce qu'on avait vu l'année dernière? Ah, c'est certain, c'est certain. Mais après, faut pas oublier aussi que ça, de toute manière, on le dit depuis que S est arrivé, qu'il va y avoir un jeu très offensif, on va se prendre des buts, on sera pas, enfin, ça va être difficile d'être dans les trois meilleures défenses du championnat cette année avec le jeu que demande Eze. Donc après, qu'il y ait eu au bout d'un moment, après à savoir si c'est lui aussi ou les joueurs, parce que aussi le placement de Mandžu sur le but, il fait peur sur le deuxième but. Mais je suis totalement d'accord. Même si tu es en 2 contre 1, parce que tu as donc 2 défenseurs qui restent pour un attaquant à la base, sur un coup franc offensif, tu t'en branles. Tu joues en 3, enfin, tu en mets 3 derrière, tu en mets 4, tu dis n'importe quoi. Mais au bout d'un moment, tu arrêtes de prendre des risques et là, là, c'est des risques que tu peux calculer à l'avance quand même. Tu as un coup franc offensif, tu rappelles tes joueurs, tu dis: «Non, non, on reste pas à 2 derrière, on reste à 3 ou à 4 quoi». Donc ouais, je pense que Hez, beh, voilà, c'est ce qui fait le charme aussi du fait que, bah, dans des matchs quand même on se régale. Et donc, ouais, mais après après bien sûr que je leur en veux par rapport, à ce coup franc offensif qui est mal négocié. Mais après dans une saison entière, je pense que le fait de jouer comme ça, vers l'avant, tout le temps à chercher de mettre, ce troisième but pour ce coup pour ce voilà, pour tuer le match et cetera, c'est quand même aussi agréable à voir. Donc là, certes, ça a pas marché et franchement, bah, c'est ce qui me frustre le plus. Mais encore une fois, le jour où tu auras tes remplaçants que tu peux faire rentrer, on va se enfin, voilà, ça va être agréable, ça va être agréable en tant que supporter
de voir une équipe qui cherche tout le temps à mettre ce troisième but, ce quatrième but. Et voilà, et je pense que les joueurs, dans un sens, ils se régalent. Mais là, c'est sûr qu'ils se régalent pas, parce que ils sont morts et que tu n'as personne. Je sais pas comment il fait le changement hier. Il Il fait fait, il fait, Ilié, il fait Mandžu, rentrer Ilie, Nanju, Camara et Bar, Bar. Camara. Mais tu vois, enfin, après, j'ai pas compris pourquoi il a pas fait souffler un moment Guessant, quoi. Tu vois. C'est bon, bah, s'il y a personne, Bah si, je vais mettre Moukoko. qui? Entre son histoire de 24 ans. Non, mais bon, on va pas, on va laisse pas faire tomber. un dossier sur Moukoko, mais je me rappelle d'une émission Non, mais qu'on parce avait fait que ensemble cet été où justement on avait dit la direction a fait ce choix-là de prendre Moukoko alors qu'il y avait la possibilité de prendre Mopé. 4 mois plus tard, Mopé est hmm, titulaire à l'Olympique de Marseille, Moukoko est troisième voire quatrième option au poste de numéro 9. Comme quoi, voilà, le timing dans le football peut aussi des fois poser problème. On va prendre peut-être les choses dans l'ordre, Romain. Déjà, l'ouverture du score de Gaëtan Laborde. Super but de la part de Laborde avec ce hmm, crochet sur Maximovic voilà, qui l'a totalement entraîné. Un Laborde qui marque son troisième but de la saison et qui montre que dans le dernier geste et dans on va dire le neuf pur qu'il est, dans l'effectif, eh bien, je vais pas dire c'est ce qui se fait de mieux parce que c'est un joueur, voilà, on le connaît, il a peut-être des carences techniques, mais en tout cas sur ce geste-là, frappe premier poteau aussi, c'était absolument magnifique l'enchaînement. ouais. Pour tout te dire, je m'attendais pas à ce moment-là de la rencontre. Franchement, je m'attendais pas à ça. Et surtout, même quand je prends l'action au départ, je suis pas totalement dans le match, tu vois. Et quand il arme la frappe, j'ai fait putain merde. Et au final, pleine lucarne. C'est bien, franchement, pour le bonhomme, c'est bien. Parce que je pense que bah, ce but, son dernier match aussi, où il met un but, une passe D, il revient dans le bon tempo. Et je pense que pour sa confiance, ça peut être que bénéfique, vu la saison de merde un peu qu'il a passé l'année dernière. Et de toute manière, on va en avoir besoin dans la board, même si on n'a plus que deux compétitions à jouer. Je pense qu'un mec comme ça, bah voilà, t'en as forcément besoin. Et avec l'avalanche de blessés qu'on a, on ne sera jamais à l'abri d'avoir encore 12 blessés dans 2 mois. Et voilà, très content pour lui, il le mérite. Après, il te rend fou un peu sur deux, trois situations où avec un peu plus de lucidité ou même d'agilité, on va dire, il peut la décaler au lieu de vouloir frapper. Mais après, tu peux pas lui enlever. C'est un neuf, il essaye de marquer, il essaye de se procurer des occasions. Voilà, il loupe un face à face, mais j'étais pas évident à mettre. Et, mais sinon, ouais, dans la combativité, l'envie et la finition, on peut rien lui reprocher, hein. Et puis vient le premier fait de match, on va dire, notable, qui est cette situation où c'est un centre venant de la droite, je crois que c'est Evan Guessant qui centre pour Diop. Effectivement, le centre est donc récupéré par Lecomte. Diop n'était pas, on va dire, sur le ballon, ne pouvait pas prétendre à l'avoir. C'est une chose qui est vraie. Par contre, il se fait accrocher littéralement par Chato sur l'action, en perd son crampon. Et donc là, check de la VAR à ce moment-là pour savoir s'il y a faute ou pas. Et la justification qui a été donnée donc, par Madame Frappard. On avait un duo absolument, absolument splendide, hein. Magique. Hmm. Frappard à la VAR, Turpin au sifflet. Il fallait s'en douter aussi qu'elle allait avoir des incohérences parce que vous allez voir qu'on va aussi parler dans l'autre sens, hein. La situation sur Klos, là aussi, elle est lunaire parce qu'il mérite rouge. Mais la justification, alors on demandait justement de la transparence, etc., par rapport à ce type de situation-là. Et là, on nous a dit que, étant donné que le joueur ne pouvait pas récupérer le ballon, on ne pouvait pas siffler penalty. Donc Romain, la question que je te pose, demain, dans une situation identique, un joueur à 3-4 mètres du ballon, mais dans la surface de réparation, met le coup de la corde à linge à l'attaquant, euh,
tu siffles penalty ou pas? Parce que si on suit la logique, non, il n'y a pas penalty parce qu'il ne pouvait pas prétendre avoir le ballon, quoi. Parce que moi, mon ressenti, je le dis d'un ton un peu ironique, c'est que certes, Diop n'est pas devant, mais on ne peut pas enlever le fait il y a un acte, comment dire, je ne vais pas dire violent, mais un acte répréhensible de la part de Chato, volontaire ou involontaire. Il en perd sa chaussure, il y a un croche-patte, il y a semelle. Il y a semelle sur Diop, elle est évidente. Mais de là à dire qu'il ne pouvait pas avoir le ballon, donc on ne siffle pas, ça revient en fait à banaliser le fait qu'on peut mettre des balayettes à tout bout de champ dans la surface de réparation sans être inquiété par un potentiel penalty. Bah, tu vois, tu m'as convaincu en fait. Parce que à la base, je te jure, hein, à la base, donc quand je vois la faute sur mon canapé, je me dis c'est voilà, c'est penalty, il y a pas à chier. Je vois que le jeu reprend, il y a l'explication de la VAR et je me dis bon, ça me paraît ouais, ça paraît logique. Mais en fait, c'est vrai que quand tu réfléchis et quand tu raisonnes comme tu le dis, une faute, c'est une faute quoi. Et j'aurais pas tenu le même débat si la faute se passe une fois que le ballon est sorti de l'aire de jeu, OK? Donc là, je me serais dit, OK, bon, il y a 6 mètres et après, une fois que le ballon sort de l'aire de jeu, l'autre il lui marche sur le pied, OK. Mais c'est vrai que là, dans cette situation-là, comme tu le dis justement, je pense que, ouais, c'est une erreur de d'appréhension de la part de Frappard. Bon, ça, on a l'habitude. Mais c'est vrai qu'il aurait dû avoir penalty et je vais même plus loin. Dans le cas à Lyon, pour revenir sur ce match, quand Rosario, fait un peu un bloc, on va dire, sur Mata, je crois, sur le but qui nous a été refusé, bah, là aussi, Mata ne pouvait plus avoir le ballon. Il fait plus du tout action de jeu, quoi. Parce qu'il avait perdu le ballon et cetera et c'est vrai que si on suit ce raisonnement, le but aurait dû être, accordé. Mais, mais ouais, en fait, ouais, je suis d'accord avec toi. Tu vois, je pensais qu'on allait tenir un débat sur le fait de penalty ou pas. En fait, toutes les justifications que tu viens de donner, c'est juste du bon sens et c'est de la logique en fait. Quand il y a faute, il y a faute. Que le ballon puisse venir au joueur ou ne puisse pas aller au joueur, au bout d'un moment, il y a un geste répréhensible, bah, tu dois le siffler, quoi. Et parce que demain, Diop se blesse sur cette action-là, bah, on n'aura pas sifflé faute, mais le mec a totalement flingué la cheville d'un joueur sans qu'il y ait une sanction derrière. Donc non, ouais, je suis Je totalement pense d'accord avec toi. véritablement, je pense véritablement, et parce que là tu le dis comme ça, mais c'est un peu la réflexion que j'ai eue sur le coup, c'est que on attendait vraiment, je pense, qu'il y ait une blessure, tu vois, pour se dire, ah, il y a un contact répréhensible, il y a un acte violent qui là nous peut faire pencher la balance. Mais non, ça peut pas se passer comme ça. Parce qu'il y a jaune aussi, hein. Il y a jaune minimum hein, sur Chateau. Si tu siffles faute sur un truc comme ça, parce qu'il lui écrase la cheville, enfin, ouais, ouais, oui, je te la cheville. Donc, s'il y a faute, il y a carton jaune aussi, parce que sur un truc comme ça, surtout en France, à la limite, dans d'autres pays, peut-être que il y a pas carton jaune, mais en France, quand tu vois les cartons jaunes qui sont donnés, pour moi, c'est une faute qui mérite aussi un carton jaune. Donc, mais c'est vrai que toutes les justifications que tu as données, oui, tu dois siffler penalty parce que bah, t'es dans le jeu, quoi. Et encore une fois, le ballon n'était pas sorti de l'aire de jeu, ça reste dans le jeu. Et au bout d'un moment, bah voilà, faute, c'est qu'il y ait une faute, qu'il ait le ballon ou pas. Euh, S'il doit y avoir faute, il y a faute, quoi. Donc ouais, je suis d'accord avec toi. Merci Romain. Non mais enfin et puis Voilà. dans le momentum de la rencontre, c'est un peu comme le match de Lyon. C'est-à-dire que si la décision arbitrale n'est pas la même, le match n'est pas le même. C'est-à-dire qu'à ce moment-là, tu mènes Ah, mais c'est 1-0, sûr. tu as une situation de penalty, donc on va dire statistiquement, tu as peut-être allé limite 90% de mener 2-0 je crois que c'était aux alentours de la 30e minute de jeu, entre la 25 et la 30e minute de jeu. Mm. Donc voilà, Lyon c'est pareil aussi. On va pas revenir sur ce match-là. C'est vrai que ça s'est terminé d'un score lourd, mais à chaque fois il y a des situations où tu peux te dire, bah en fait si la décision finalement qui nous apparaît logique et qu'on soit bien d'accord, si vous êtes Montpellierin et que vous passez par là, j'aurais eu exactement le même discours dans l'autre sens.
Tout comme on dit que pour Klose, c'est rouge, et c'est rouge évidemment. Et je pense, et ça c'est le plus grave, c'est que pourquoi Klose ne prend pas rouge, c'est que peut-être, je dis bien peut-être, mais j'espère pas, hein, c'est que peut-être qu'il se... Voilà, il y a une forme de compensation de se dire, Attention. euh, on n'a pas sifflé pénalty pour l'OGC Nice, donc là siffler rouge pour Klose, bah oui, voilà. Donc bon, C'est possible, hein. C'est possible après avec tous les événements qu'il y a eu contre à Lyon, bah oui. etc. Comme quoi ça fait la une, Regarde comment etc. on a été C'est arbitré vrai que contre Le Havre sur le deuxième but de Buonanni et la charge de la board sur Lloris. euh, hmm. Non, mais on est d'accord. Après oui, sur l'action de Klose, il n'y a aucun débat. Pour moi, il y a rouge, il y a rouge 20 fois et je suis sûr que dans 9 actions sur 10, dans 8 matchs différents, 9 matchs différents, il y a rouge. C'était d'une logique implacable. Romain, il y a un sujet que je souhaiterais évoquer avec toi sur le match, mais globalement sur les dernières semaines, c'est les coups de pied arrêtés défensifs. On voit l'OGC Nice quand même qui est en grande difficulté sur ce secteur de jeu-là, que ce soit des corners ou des coups francs. Alors, ce n'était pas un coup de pied arrêté, mais le premier but de Chotard est lié à un laxisme défensif de Ndombele. Et on voit souvent cette situation-là se passer, un marquage un peu en dilettante. Et on a vu hier après-midi que ça aurait pu se débloquer sur un coup de pied arrêté aussi. Comment expliques-tu le fait que ce secteur de jeu-là soit compliqué à l'heure actuelle? Je ne sais pas comment tu nous trouves offensivement dans ce secteur de jeu-là. Moi, personnellement, je trouve que pour la première fois depuis des années, on a le droit à des combinaisons. Tu vois, des Mm. variantes aussi sur corner, sur coup franc, qui nous permettent de prendre un peu par défaut la défense et de surprendre, parce que l'objectif c'est de surprendre. Moi j'ai un avis sur les coups de pied arrêtés défensifs, mais je vais te laisser déjà donner le tien avant que je fasse la deuxième lame. Bah, après, de toute manière, depuis le début de la saison, tous les ballons, sur tous les centres, etc., moi, je serre les fesses. Déjà contre Le Havre, ça marquait bien le point d'ancrage de notre saison à ce niveau-là. C'est contre Le Havre, contre Auxerre, pardon. Quand tu vois le premier but qu'on se prend, un centre anodin, qui retombe sur les pieds d'un mec qui a le temps de contrôler, bientôt se retourner, boire un café et tirer et mettre le but, c'est un peu ça le résumé de nos errements défensifs. Donc pourquoi moi j'ai envie de te dire que bon Bito il fait un très bon début de championnat, mais déjà dans les airs je le trouve pas très très bon sur les ballons aériens etc. Je le trouve pas forcément bon et ce manque d'agressivité, j'ai envie de te dire qu'il y en a peut-être qu'un qui la met, l'agressivité sédentée. Et quand tu as un mec comme Rosario, Abdelmonem, Bombito qui prend la mesure d'un nouveau championnat, faut pas oublier qu'il est défenseur central que depuis un an. Bah voilà, t'as un manque à ce niveau-là parce que tu as peut-être un manque d'expérience. Et je pense que de toute manière, l'agressivité défensive, ah ouais, c'est la base normalement d'un défenseur central, mais quand tu joues avec une ligne défensive qui est quasiment, bah là, qui était 100% nouvelle, parce que entre Rosario et Bombito, même si Rosario l'année dernière, il a joué en défenseur central, mais je pense que tous les entraînements je sais même pas, je pense, c'est que c'est sûr, tous les entraînements qu'il a fait depuis le début de la saison, c'est au milieu de terrain. Donc voilà, après, il y a plusieurs facteurs, je pense, de mon point de vue. Donc, bah, ça me paraît logique ce manque d'agressivité parce que, bah, comme je te disais, tu as une ligne défensive qui est nouvelle, qui est toute neuve, et tu es obligé de composer avec un milieu défensif qui joue défenseur central, où tu vois qu'il a plus aucun repère. Et ça, c'est très compliqué. Et voilà, pour moi, c'est... Un manque d'automatisme lié aux nombreux absents, une approche tactique nouvelle aussi. C'était Vincent, que je vais paraphraser, qui nous disait que Bombito, notamment, était plus à l'aise pour jouer haut et compenser par, on Hum, va dire, sa vitesse. Mais c'est vrai que
lorsqu'on est un peu assiégé, chose que Todibo et Dante arrivaient particulièrement à faire, c'est-à-dire Ah bah, à défendre, d'une manière rapprochée de son but. J'ai l'impression qu'on a beaucoup plus de difficultés à le faire. c Et c'est pas du tout ouais, non, mais tu as totalement raison, c'est pas du tout dans le profil des joueurs qu'on a. Peut-être que ça va le devenir plus mais tard, quelque mais part, c'est disons logique que au vu de l'approche tactique de Hez, qu'il ait pris ces joueurs-là tu vois, comme Abdelmonem. Je pense que dans l'idée, Abdelmonem, il a été pris aussi pour ses qualités de relance. Il a un bon jeu de tête aussi, mais mmh le fait de rapprocher son joueur, mais j'ai du mal aussi à l'imaginer dans une charnière à deux, à 30 mètres de ton but, assiégé. Enfin, Non, non, bah, je suis d'accord, mais après quand même, moi là où ça me fait, enfin, ouais, c'est bientôt je vais perdre les cheveux à cause de ça, le truc que je me suis mis sur la tête, mais à chaque centre, c'est il y a danger. Parce que justement, t'as pas cette agressivité. Donc je veux bien, voilà, toutes les raisons que j'ai données, etc., mais c'est pas des excuses, quoi. Au bout d'un moment, je veux dire, l'agressivité positive, c'est pas joueur professionnel, encore une fois. Tu te dois de montrer quelque chose en plus, une hargne, un tempérament, un caractère où bah voilà, le joueur ne passera pas, le ballon ne passera pas. Et s'il faut mettre le pied, euh, s'il faut mettre la tête et que le joueur en face met le pied, bah faut mettre la tête. C'est comme ça. Et je trouve qu'on est très 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 passif sur ce genre de fait de jeu. vous savez, bon, sur les dernières semaines et même depuis le début de saison. Alors l'idée, c'est pas de faire un dossier sur Bulka à chaque numéro, mais moi, je m'attendais à voir un Bulka justement en mode pilier. Tu sais, pilier de la défense qui, même en cas de changement de dispositif, de joueur, qu'il serait eh bien, arrivé à être en fait le leader, le dernier rempart de cette défense. Et au contraire, euh, que ça fonctionne ou pas, je le trouve eh bien, comme hier en fait dans les sorties aériennes, ça ne respire pas la sérénité en fait. Ça ne respire pas la sérénité et match après match, oui, cette semaine il a fait des arrêts contre l'Union Saint-Gilloise, on aurait pu en prendre un peu plus sans lui, certes, mais hier après-midi, on peut pas lui dire grand-chose sur les buts, quoique si je suis un peu dur, je dirais qu'il aurait pu anticiper le centre de Altamari sur Sainte-Luce, Mm. parce qu'en fait, il n'y a qu'un seul joueur, donc il peut uniquement la mettre là. Euh, mais bon, on va me traiter, je pense, voilà, d'une personne qui exagère et qui fait un focus sur Bulka, donc je le pense pas réellement. Mais ouais, ça se diffuse sur notre gardien, et je crois que c'est ça qui m'inquiète le plus. En fait, ce qu'il y a, c'est que Boulka, pour moi, hein, il te fait les arrêts sur sa ligne, il n'y a pas de souci, mais il te rassure pas une défense. Et, et je trouve que sur des sorties aériennes où bah, ça se passe à 3 mètres de sa ligne, je trouve ça vraiment dommage qu'il n'arrive pas à s'imposer dans les airs. Le bonhomme, il fait 2 mètres de haut. Et, euh, et je trouve que ça peut être assez préoccupant pour une défense, de savoir qu'un gardien ne bouge pas de sa ligne, quoi. Donc ouais, je te rejoins sur le fait que Boulka, en fait, c'est dur parce que c'est dur de lui reprocher des choses, parce qu'il fait les arrêts qu'il faut sur sa ligne, mais à côté de ça, tu peux lui reprocher plein de choses, mais qui n'ont pas un impact à un meilleur moment. Il peut te soulager ta défense, il peut te faire plein de choses, mais il n'y a pas d'impact, tu vois, sur le fait qu'il sorte pas, etc. Et sur les buts, ouais, je le trouve un peu dur sur le premier, même si oui, il aurait pu, mais Le deuxième surtout, c'est Romain. Moi, le deuxième, c'est. pardon. Oui, oui, le Ouais. deuxième. Ouais, ouais, le deuxième. Ouais, 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 Non, mais le placement de ouais, ouais. Mandjou, je veux dire, c'est consécutif aussi Après, moi, à une là où je erreur lui en veux, collective. Mais putain, alors, tu dois le sentir qu'il va la mettre là-bas, quoi. Tu dois le sentir parce qu'il a moi, que cette option-là, Altamari. là où je lui en veux un petit peu, donc je sais pas s'il a eu
cette phrase où mais au bout d'un moment, c'est quand tu es dans ta cage, tu dois diriger ta défense et quand tu vois que Nantes joue a un positionnement très douteux sur le contre, je pense que, déjà le fait d'avoir, quelqu'un qui aurait pu dire aux joueurs: «Attention, tu as quelqu'un derrière» ou tu vois? Et je sais pas si ça, au niveau de diriger sa défense, s'il le fait réellement. Parce que tu le vois souvent gueuler, sur un fait de jeu, sur, quelque chose de enfin sur, n'importe quoi, versus Doumbouya, la semaine dernière. Tu le vois, haranguer ses joueurs mais je le vois très rarement comme le faisait un Benitez. Benitez, tu le voyais, il te gueulait sur ses défenseurs pour les replacer, pour, bah, voilà, il dirigeait sa défense et Boulka, je le vois très peu faire ça. Il donc peut-être que, bah, encore une fois, peut-être que je me trompe, peut-être qu'il le fait, peut-être que je le vois pas, mais même quand je suis au stade, je le vois très peu diriger sa défense. Je le vois haranguer ses joueurs pour qu'ils se remotivent ou à la perte de balle leur dire, «Ouais, fais gaffe», enfin bon, dire ces choses-là. Mais pour diriger, pour placer sa défense, je le vois pas et pour revenir à sa prestation, bah, encore une fois, c'est pas une prestation bah, qui peut être pointée du doigt, mais par contre, dans tout ce qu'il fait, il peut largement soulager sa défense et soulager même, les supporters derrière la télé, sur une intervention qu'il peut faire, sur un ballon aérien et je trouve que à ce niveau-là, Boulka, cette année, l'année dernière, ça se voyait pas trop, je sais pas pourquoi, mais cette année, ça se voit beaucoup et je pense qu'au fait, aussi les ballons, dans la surface, bah, on se serre les fesses aussi parce que t'as pas un gardien qui arrive, qui sort de son 2 mètres, 100 kilogrammes, qui sort et qui défonce tout le monde et qui prend le ballon, quoi. Donc, lui aussi, il est frustrant, lui. Romain, avant de penser aux performances individuelles et à ton MVP de la rencontre, le gym donc termine cette moitié de saison eh bien à la sixième place avant la trêve hivernale. Est-ce que finalement on n'est pas à notre place et même je dirais même plus, est-ce que c'est pas une belle performance en l'état et au vu des nombreux absents dont on parle depuis des semaines, aux nombreux changements de dispositifs tactiques et que certes on peut penser tout ce qu'on veut du parcours européen qui a été nauséabond, on est d'accord là-dessus, mais on a quand même gardé le cap en championnat qui nous permet quand même d'être dans le bon wagon. Bah, alors, si tu me dis, 6e en l'état actuel, j'ai envie de te dire que c'est une perf parce que entre les schémas tactiques qui changent tous les 2 jours, enfin tous les 2 jours, de semaine en semaine, de match en match, ouais, c'est une perf. Les bless avec tous les blessés, c'est également une perf. Par contre, si on parle, si on me dit ça en début de saison, que tu vas être 6e à la trêve, je te dis que, c'est une contre-perf. Voilà, parce qu'au vu de l'effectif et tout, pour moi, tu dois jouer les, les 5 premières places, mais bien comme il faut. Mais en l'état actuel, comme tu dis, pour moi, bah, je vais pas dire au-delà des espérances, non, tu es à ta place. Tu es à ta place parce que après, encore une fois, le 11 que tu as aligné hier avec, 10 blessés, il est pas dégueu non plus, quoi. Tu vois? À part défensivement où, allez, tu pars avec, peut-être 2 joueurs, Bombito, Rosario sur une défense à 2, et cetera, où tu peux avoir des doutes. Et sinon, dans le 11 pur, d'ailleurs, ils le disent à la télé, hein, avec autant de blessés, aligner un 11 comme ça, c'est quand même pas mal. Donc, non, je trouve que tu es à ta place, mais par contre, il y a des faits qui font que, ouais, c'est beau d'atteindre la sixième place quand tu vois que Hez est obligé de sortir de son schéma préférentiel. C'est, c'est quand même pas mal et il faut saluer quand même Hez, le fait d'avoir su, quand même s'adapter aux blessés, aux formes du moment, et cetera et de changer de système, pour s'adapter à ses joueurs.
et de pas demander à des joueurs de jouer hors position pour s'adapter à l'entraîneur. Voilà. Ce que je reprochais un peu à Farioli l'année dernière. Alors ça aurait pu effectivement en cas de victoire être l'opération de la journée puisque Lille et Mm. Marseille se sont neutralisés. Il y a eu un nul aussi de Monaco. Lyon a perdu à Paris. Et en cas de victoire, hier, l'OGC Nice aurait pu revenir à un point de la quatrième place occupée par Lille. Donc bon, effectivement à suivre et à voir aussi les potentiels mouvements qui auront lieu au niveau du mercato hivernal, même si effectivement l'objectif pour l'OGC Nice, je te vois un peu sourire, c'est de récupérer Un peu ses lourd. blessés, hein. Enfin, très franchement, ça va être. Ah bah, ça, on va nous le sortir, ça. Hein. Sanson qui va revenir de blessure, c'est une recrue. Mofi qui revient en février, c'est une recrue. Il y a qui d'autre comme recrue? Benji, peut-être qu'ils vont nous dire que c'est une recrue parce que ça fait depuis. Parce que lui aussi, il faut le voir quand même. Hein, mais il y a le club, je ne sais pas s'ils ont communiqué sur la durée d'absence de Mendy, mais je pense qu'on est au moins sur 2 mois là, déjà d'absence de Mendy. Mais d'ailleurs, Depuis un moment. Il devait pas être absent et revenir que début Mais 2025. Bar, alors je t'explique un truc, Bar. Et c'est là où tu vois, j'en veux à Aise. Voilà, sur un cas comme ça, par exemple. La semaine dernière, c'était la semaine dernière, ouais, pour Le Havre. Pour Le Havre, je suis en salon, d'accord? Donc, je suis en salon. Et qui je vois au salon? Je vois Bar. Donc, normal, tu vois, il vient voir le match, il n'était pas sur la feuille de match. Je le vois, il boite, s'il te plaît. Il y a une semaine, il boite. Et quand je te dis qu'il boite, c'est il boite. J'étais derrière lui et il boitait. Et une semaine après, tu le vois sur un terrain. Franchement, franchement, tu cherches quoi, en fait, en faisant ça? Certes, il faut que tu aies une équipe compétitive. Certes, il faut que tu fasses un résultat. Mais il y a une semaine, le bonhomme, il boitait. Et il boitait, pour que moi je le remarque quand même, je vais pas dire qu'il boitait comme grand corps malade, mais c'était quand même tu voyais qu'il avait une gêne, quoi. Comment une semaine tu enlèves cette gêne? Comment une semaine après, tu peux jouer un match à haute intensité, à haut niveau? Enfin bref, c'est pas possible. Hormis, aller empiéter encore sur la blessure et forcer sur, bah, de toute manière, on le sait très bien, tu as mal au genou gauche, tu vas compenser sur le genou droit, donc et c'est pas bon pour le corps. Donc c'est pour ça que tout ça et que pour répondre encore à la question de tout à l'heure, il y a pas de hasard à tout ça. Je veux bien qu'il y ait des joueurs fiables, physiquement, mais il y a pas de hasard. Au bout d'un moment, quand tu tires sur la corde et quand tu fais pas un repos, maîtrisé, je pense que, bah, tu en arrives, là où on en est. Donc voilà, c'est pour, je sais plus ce que c'était la question, mais en Oui, tout non, cas, non, mais voilà. c'est de manière générale les blessures et puis les joueurs qui vont revenir début 2025 et Oui, qui vont ben, apporter ah oui, voilà. un peu de Mais il y profondeur à aura pas de l'effectif recrue. actuellement, quoi. Il y aura pas de recrue ou peut-être un prêt. Tu vois, par exemple, le prêt d'un Kimpembe, moi, il m'irait bien, tu vois. Ouais. Après le salaire, hein. Bon, on Ah y. non, mais attends, il faut qu'il revienne dans le game. Je pense que Paris, ils ont tout intérêt à ce qu'il revienne bien, le joueur, et à payer les trois quarts de son salaire et qu'il y ait un club qui le prenne. Si ça le fait, ça le fait. Si ça le fait pas, ça le fait pas. On s'en branle. C'est pas la question. Mais tu vois, ce serait un pari audacieux. Et le mec, même s'il a plus joué depuis un moment, etc., on le sait. Cela, je sens déjà, ouais, c'est un mec qui s'est blessé. Mais on s'en fout. Ta charnière, tu l'as. Mais c'est vraiment au cas où, tu vois. Mais non, mais après, il y aura rien. Bah super. On n'a plus en rond. Non, mais on n'a Romain, plus en rond. Romain, ton MVP de la rencontre, on n'a pas fait au détail, mais disons qu'il y avait des sujets qui englobaient quand même pas mal de choses. Je te laisse l'honneur de donner ton MVP de la rencontre ou, on va dire, euh, allez, je te laisse deux joueurs, ton MVP et un autre joueur si tu souhaites revenir dessus. Moi, c'est Diop, le MVP. Et encore une fois, mais c'est vraiment pour tout ce qu'il apporte, en fait. Mais Guessant, moi, je le trouve, j'aurais pu mettre Laborde aussi pour son but, etc. Mais Guessant, quand tu vois l'énergie qu'il met défensivement, offensivement,
Certes, des fois, il a pas toujours le bon dernier geste et encore, je trouve qu'il s'est vachement amélioré là-dessus. Mais moi, j'ai bien aimé. Voilà, j'ai bien aimé Guessant et je trouve que son apport, bah, il est vachement bénéfique pour le collectif et c'est un joueur vraiment, si demain il se pète, on verra on va vraiment prendre conscience de ce qu'il apporte, à cet effectif. Mais en premier, je vais mettre Diop. Je Bah, mets Diop, son alors apport dans le jeu. je vais me avoir ce plaisir d'étayer un peu sur Diop parce que bien sûr il y a son activité, son apport offensif et le fait qu'aujourd'hui il soit le leader technique de ton équipe et globalement, enfin, je garde vraiment en tête sa première mi-temps où il est au four et au moulin et fait deux retours Ah ouais. défensifs où tu te dis non mais le mec il a jamais été aussi fort physiquement pour faire les allers-retours, etc. Il enchaîne. Alors bien sûr, on touche du bois qu'il évite de se répéter, mais quel plaisir. Et je trouve vraiment, il a pris une dimension au-delà des performances, de ce qu'il peut proposer, du fait qu'il stat aussi. Il a pris une Mmh. dimension, une épaisseur dans le collectif où, on en a déjà parlé, voilà, je sais qu'il y en a qui ne sont pas forcément en accord, mais dans la mesure où on est en manque de leaders, on est en manque de joueurs, peut-être voilà, des leaders vocaux, ben voilà, moi je vois qu'un Pablo Rosario aujourd'hui, le poids du brassard, il est peut-être un peu trop lourd pour lui. Donnons le brassard à un joueur qui a cet apport-là. Aujourd'hui, je sais pas, il est inspirant, quoi, Diop. Autant techniquement que dans on va dire la rigueur défensive aussi. Enfin, je veux dire, le retour qu'il a fait, j'ai pas vu d'autres milieux de terrain, j'ai pas vu un Dombélé, j'ai pas vu un Boudaoui le faire, hein. Ah non, mais Et puis décisif, il est hein. incroyable son C'est retour. décisif. C'est à la manière d'un Loucher qui fait deux sauvetages en une Mmh. semaine en Belgique et la semaine dernière. C'est vraiment, alors plus le tacle, parce qu'il fait aussi un retour défensif dans les pieds d'Altamari juste avant, mais il fait un tacle en peu à mi-temps où tu te dis, mais Ah ouais, c'est ouais. une occasion de but pour Accor Adams, quoi. Donc MVP Ouais, là-dessus, je pense il a un état que d'esprit de fou. ah ouais, ouais, non mais Mmh. franchement, et ça fait trop plaisir parce que c'est un joueur qui a pas mal galéré depuis qu'il est chez nous. Il y a le poids du transfert aussi et Mmh. qui est important. Et de le voir à ce niveau-là et surtout dans cette mentalité-là, franchement, ça fait trop plaisir. Mmh. Moi, j'aimerais qu'on parle quand même d'un joueur dont on n'a pas trop parlé, mais qui a mis quand même enfin un vieux but, non, n'importe quoi. Un vrai but, le deuxième, hier après-midi. Il s'agit de Badreddine Buonani. Voilà. Sujet clivant, j'ai l'impression, dans la communauté de l'OGC Nice, Badreddine Bonani, ouais, il peut en faire mieux, absence de QI foot, etc. Quel but déjà il met hier après-midi. Et je sais, tout n'est pas parfait. Il n'y a peut-être pas autant de retours défensifs, il n'y a peut-être pas autant de rigueur, il y a peut-être, je vais pas parler de fainéantisme, mais une forme de, voilà, il baisse les bras, il baisse la tête par moment. Euh, c'est un jeune joueur qui est en apprentissage, mais le but qu'il met hier, Romain, c'est un but d'une qualité technique au-dessus. On le sait, le joueur, il est talentueux, il a du potentiel. J'ai l'impression qu'on en attend peut-être trop à l'heure actuelle. Mais moi, j'aimerais quand même le saluer, mettre un peu en avant parce qu'il enchaîne aussi avec ce deuxième but en une Mmh. semaine. Ça faisait pas longtemps aussi. Voilà, il a mis trois buts en 2 semaines et demie. Euh, Est-ce que tu le trouves en progrès quand même sur le terrain malgré tout ou pas? Ah oui, après j'enlève son match de coupe d'Europe parce que dans son style de jeu, avoir un terrain comme on a eu en Belgique, c'est pas possible pour un mec comme ça. Mais après, alors je vais pas te cacher que son début de match, moi, il m'a fait flipper. Et en fait, il perd un ballon au bout d'un moment. Je crois que j'ai failli l'insulter. Et à partir du moment où il a pris déjà, parce que faut pas oublier que Ez hier, il l'utilise en tant que relayeur, hein. Donc, mais quand il a pris la mesure de son match, quand il met son but, franchement, il a fait ce qu'on attend de lui, c'est-à-dire il a orienté le jeu. Il a eu très peu de déchets techniques après ça, je trouve. Mais après, je pense que la commu en attend, comme tu dis, beaucoup trop. Mais après, faut pas oublier que c'est un jeune joueur et c'est sa première saison où réellement, bah voilà, il a vraiment sa chance dans le groupe OGC Nice, hormis la fin de saison d'Igар. Mais
mais je trouve qu'il est en progrès. Lui aussi, il stat. Et de toute manière, pour un joueur offensif, c'est ce qui va le mettre en confiance, c'est des buts, des passes D, et c'est pas autre chose. Donc, moi, je trouve que c'est une bonne chose qu'on a un joueur comme ça, qui prenne la mesure, qui commence à prendre la mesure de son potentiel. Et moi, je n'oublierai pas non plus le fait que le mec ne veut pas partir de l'OGC Nice tant qu'il s'est pas imposé. Donc voilà, c'est pour moi c'est un mec qui travaille, il sait où il veut aller et qui a une mentalité, bah voilà, qui a une bonne mentalité, qui refuse pas la concurrence. Donc rien que pour ça, moi je pense que il peut nous apporter et il va nous apporter, je pense, des bonnes choses sur la deuxième partie de saison. Puis c'est pas comme si on avait eu quand même des exemples récents de jeunes joueurs à qui on n'a pas forcément laissé le temps et donné la confiance nécessaire, qui explosent ailleurs, et on se dit, en se mordant les doigts quelques années plus tard, voilà, on aurait peut-être dû faire différemment. Enfin, je pense qu'il faut aussi on apprenne de nos erreurs et qu'on accepte aussi le fait que ce jeune joueur qui a peu de références au haut niveau, parce que certes il est dans l'effectif depuis 2022-2023, mais il a joué 3-4 mois sous Digard, il n'a pas joué sous Farioli, il a joué 6 mois à Mmh. Lorient dans un collectif qui était en grande souffrance et qui est descendu en Ligue 2, et là c'est la première année véritablement où il revient Ah ouais? avec l'étiquette d'un joueur à qui on peut donner des minutes, voilà. Mais comme je l'avais dit dans la vidéo pour l'Union Saint-Gilloise, on ne peut pas attendre d'un Buonanni ce qu'on attend d'un Boga ou même d'un Shaw. Voilà, c'est des joueurs qui. C'est exactement c'est exactement ça. Et encore chaud, ça reste Bah, un jeune Shaw, joueur qui a peu joué à l'étranger. jeune joueur, mais qui a quand même plus de références, tu vois. Oui, 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 ah, c'est sûr. Mais par contre, moi, là où je comprends pas certains, c'est qu'on tape tout le temps sur Buonanni. Par contre, très peu, j'en vois, hein, mais j'en vois très peu qui tapent sur un Boga. Alors que Boga, lui, il a des références de partout quand même. Et c'est un joueur, et c'est plus un jeune joueur, etc. Et lui, en l'occurrence, niveau stats, il stat pas, quoi. Il stat pas et pendant les matchs, il te fait pas, ouais, il te fait une différence tous les 6 matchs. Donc, bah, moi, en l'occurrence, à aujourd'hui, que Boga soit blessé, ça me fait chier pour lui, pour le joueur, mais dans le jeu, ça me dérange pas. Le seul truc qui peut me déranger à la limite, c'est que j'aurais aimé que, bah, voilà, lui soit sur le banc et qu'il rentre à la 70e minute pour t'amener ces Mhm. différences au niveau, percussion. Mais sinon, dans le 11 de départ, qu'il soit pas là, à la limite, personnellement, moi, ça m'arrange. Voilà. Clap de fin pour l'année 2024 s'agissant de la Ligue 1 et du championnat. L'OGC Nice reviendra en Corse samedi après-midi eh bien pour jouer son 32e de finale. 32e de finale, Romain. Ouais, ouais, je te fais confiance. Ouais, C'était une connerie, c'est toi qui l'as dit. 32e ou 16e. Bref, premier tour pour Ah non, l'OGC. 16e, c'est non, c'est 32e. 32e de 16e, c'est pas finale possible. pour jouer contre Corté, une équipe de N3, il me semble. Voilà, donc un déplacement qui s'annonce houleux. Match qui aura lieu à Waouh. Furiani, voilà, dans une ambiance qui va être sans doute, comment dirais-je, Festive. festive et pas mal houleuse, on va dire. Disons-le ainsi pour la Mmh. venue de Niçois en Corse, hein. On connaît l'amitié et l'amour que se tiennent les deux clubs. Voilà, donc on fera sans doute une petite émission pour revenir sur ce match-là. Romain, je te remercie pour ce numéro un peu en tête-à-tête. Voilà, Tête à tu tête? m'avais réclamé Tête à tête? voilà, un tête-à-tête. Je te l'ai Hein. proposé, donc il n'y a pas de souci. Moi, un rêve qui se réalise. Merci pour ce cadeau de Noël. Merci vraiment. Merci beaucoup en tout cas d'avoir écouté ce numéro si vous êtes arrivé jusque-là. Et puis bah, à très vite pour reparler de l'OGC Nice, de Coupe de France et on l'espère de Mercato d'ici peu de temps. Passez une très très bonne semaine, à très bientôt, Bayeta et puis Sanissa. Ciao.